Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la Voix des Grands Lacs, hein. Alors, nous vous proposons désormais des matinales, c'est-à-dire des émissions faites le matin, généralement assez brèves, pour vous parler, vous brosser la situation générale dans la région des Grands Lacs et en particulier dans la zone du Nord Kivu, parce qu'en fait, tout commence et finit par là, hier comme aujourd'hui, et probablement demain. Comme vous le savez, nous avons, au cours de ce dernier week-end, parlé du sommet qui s'est tenu à Addis Abeba, sans y accorder beaucoup d'importance, il est vrai, parce que les chefs d'État peuvent aller parler, discuter, se tapoter dans le dos, mais la réalité, c'est ce qui se passe vraiment sur le terrain. Néanmoins, il y a quand même eu des avancées diplomatiques de la part de la RDC contre ses ennemis extérieurs. On ne peut pas le nier non plus. Tout comme il y a eu un resserrement de liens entre les principaux alliés de la RDC, à savoir le Burundi, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et les autres pays qui leur sont proches. Et donc, ce n'est pas à négliger, mais nous allons de plus en plus nous concentrer sur ce qui se passe vraiment sur le terrain, principalement en ville de Goma qui est assiégée par le M23 RDF, l'armée rwandaise, et nous verrons ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a un processus de déstabilisation de la ville de Goma et du Nord Kivu en général, et notamment en matière de sécurité en matière criminelle, hein, parce que pratiquement toutes les nuits, nous apprenons un assassinat sur la ville de Goma. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est la réalité. Ce sont des informations qui nous viennent de la société civile, qui nous viennent de contacts, des gens qui vivent à Goma et qui nous disent telle personne a été tuée la nuit dernière, elle occupait telle fonction, tel autre a été tué à Sake, tel autre a été tué à Kichanga, etc. Donc, il faut qu'on en parle. Parce que si on ne voit pas le déroulement des événements au quotidien, on n'arrivera jamais à comprendre ce qui se passe globalement dans la région. Alors, comme témoin de l'histoire, je vais vous raconter un événement important qui a fait basculer l'histoire de notre pays, le Rwanda, parce que à un moment donné, on a négligé les faits divers. Ce jour-là, le 20 février 1994, des réunions se tenaient à Kigali entre le Front patriotique rwandais de Paul Kagame et certains partis d'opposition, dont notamment le mouvement démocratique républicain et certains autres de l'opposition, et aussi avec le parti de feu Gatabazi Félicien. Alors ce jour-là, après un mois de tractation, ou un peu plus, hein, parce que en réalité, le gouvernement de transition d'union nationale découlant des accords d'Arusha devait être mis en place début janvier 1994. Et le FPR freinait certains partis alliés de l'opposition intérieure, comme le MDR, le PSD, du moins certains leaders du PSD, que je connaissais personnellement et à qui je parlais à partir de Paris. Pour le MDR, je peux dire, ce n'était pas très différent. Le MDR aussi, dans une de ses ailes, ne soutenait pas du tout la mise en place du gouvernement. Parce qu'au sein du MDR, il y avait des divisions découlant notamment de l'insertion du nom de M. Touadéra dans les accords d'Arusha. C'est-à-dire qu'il devait être Premier ministre d'office, du fait qu'il avait été désigné dans les accords de paix d'Arusha. Lui, son intérêt, bien sûr, c'était de mettre en place un gouvernement, parce qu'il rêvait à cette place, il rêvait à diriger le Rwanda à travers d'abord cette primature-là et peut-être plus tard devenir président de la République. Malheureusement, tout a mal fini, tout a basculé le 6 avril 1994. Mais revenons au 20 février. Vous savez, il y a 30 ans exactement, des réunions se tenaient dans un des hôtels de la capitale, Kigali, je pense que c'était l'hôtel Méridien à Kakiru, et le FPR proposait à ses alliés rien de moins que l'assassinat du président Abiyarimana, ou en tout cas une solution qui passerait par l'élimination du président Abiyarimana.
On avait des réunions, plusieurs réunions, dans la journée, le soir, et le seul, ce jour-là, à avoir dit non à cette idée, à cette proposition. D'ailleurs, il l'aurait répété aussi le 21 au matin, parce que le FPR n'avait pas lâché. Il lui envoyait des messages à travers les amis d'autres partis d'opposition de l'intérieur. Hein. Mais Gatabazi disait non, je n'ai pas choisi de diriger ou d'être un leader politique en passant par l'assassinat du chef de l'État Abiyarimana. Il a donc refusé complètement. Et le FPR savait comment faire taire ce genre d'opposants qui ne voulaient pas lui obéir, qui ne voulaient pas suivre les ordres venus de Mulindi, de Kagame. Parce qu'à Kigali, il y avait des gens comme Tito Rutaremara et certains autres, hein, ceux qui étaient au CND, qui attendaient justement de participer au gouvernement de transition. Et le FPR avait mis la croix en réalité à partir du lendemain de la signature des accords d'Arusha. Le FPR avait cessé d'y penser, ils avaient déjà choisi l'option militaire, prendre le pouvoir par la force, en assassinant au besoin le président Habyarimana et tout son entourage, ce qui a été fait le 6 avril 1994. Alors, le 21, on est à un an après l'assassinat d'Emmanuel Gapsissi, qui a aussi été tué pour les mêmes raisons, parce qu'il n'avait pas voulu soutenir l'option de prendre le pouvoir par la force. Emmanuel Gapsissi, qui était un ingénieur et qui était dans le comité de direction du parti Mouvement démocratique républicain de Faustin Twagiramungu. Sur ce sujet-là, apparemment, ils ne s'entendaient pas, ils ne parvenaient pas à raccorder leur violon. Et en tout cas, le FPR a décidé de le tuer, et ce il l'a fait. Et donc, Gatabazi, un an après, prend la même position de refuser le diktat d'un parti ou d'un mouvement politico-militaire qui veut imposer sa volonté au parti de l'intérieur. Et le 21 février 1994, nous en reparlerons demain, après moult insistances, des appels insistants de certains membres du FPR, de quelques amis de Gatabazi, de l'opposition intérieure, qui l'appellent, qui disent « mais viens, on va finaliser le dossier ». Et en réalité, son sort était scellé. Le FPR insistait pour qu'il y ait une réunion le soir du 21 février 1994, et le sort de Gatabazi était scellé du moment qu'il avait exprimé son refus de suivre aveuglément les volontés de Paul Kagame, il était mort. Et c'est ce qui est arrivé le 21 février 1994. Félicien Gatabazi, qui était un homme politique très respecté dans le pays, certainement un des plus intelligents, lui et Emmanuel Gapsissi, un an avant, il a été assassiné après son retour de l'hôtel Méridien, je pense, où ils étaient en réunion justement. Ils l'ont attiré dans un guet-apens, il est allé à l'hôtel, c'était la nuit, et à son retour, les assassins l'attendaient devant chez lui et l'ont fusillé dans sa voiture. Et apparemment, la femme qui avait conduit l'équipe d'assassins était une taxi woman à Kigali. Et une fois que l'assassinat était accompli, elle est repartie avec les assassins et elle-même a été exécutée pour ne pas laisser de traces. En fait, le FPR procède de cette manière-là. C'est pourquoi nous nous adressons à nos amis congolais, qu'ils sachent que les défaites diplomatiques de Paul Kagame sont à relativiser, parce que ce n'est pas... Quand il perd politiquement ou diplomatiquement, il passe à l'assassinat. Il passe à sa fameuse théorie des sauterelles. Il crée les divisions.
par l'assassinat de certains membres de telle communauté ou de telle autre communauté, et il essaye de mettre les communautés en opposition, et voilà, le tour est joué. Et c'est lui qui passe et qui gagne. Je vous disais au début de cette émission que pratiquement chaque nuit à Goma, il se passe des choses. Je pense que la police locale ou les services de renseignement locaux n'ont pas encore pu démêler. Ils ne savent pas qui fait quoi, qui tue qui. On attribue ça à des criminels comme il y a 30 ans à Kigali, on disait Abagizivanabi. Abagizivanabi, ça veut dire des criminels, des fauteurs de troubles. Mais c'était le FPR qui a assassiné. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, avec le mouvement des populations qui quittent Kibumba, qui quittent Massissi, Rutshuru, qui quittent Sake maintenant, qui se dirigent vers Goma, il y a beaucoup, sans doute, beaucoup d'infiltrés. Des membres de M23 qui ont pour mission d'aller jusqu'à Goma, d'y provoquer des troubles, très probablement, en tout cas des assassinats, pour que la population soit montée contre le gouvernement de Kinshasa. Et cela ne risque pas de passer comme ça. Il y a des traces. Parce que quand je lis les messages que m'envoient les jeunes de Goma ou d'autres membres de la communauté gomatracienne, hein, eh bien, je me dis que certains Congolais qui croient vraiment à l'élection du président Tshisekedi, qui croient beaucoup à l'avenir de leur pays si le M23 repartait d'où il est venu, eh bien, certains commencent à être un peu découragés et disent, mais est-ce qu'on n'est pas, nous, est-ce qu'on n'est pas complice de ce qui se passe chez nous? C'est ainsi que j'adresse mes condoléances à la famille de Madame Aline, pas autrement désignée, Aline qui était directrice du groupe scolaire La Réconciliation, qui a été fusillée dans la nuit de ce 19. C'est une information qui nous est arrivée ce matin. C'est une personne qui n'était pas inconnue dans la ville de Goma, directrice d'une école, et une école, un groupe scolaire connu dans la ville de Goma, qui a été fusillé, et personne ne sait qui l'a fait. Personne ne sait qui a exécuté cette dame. Il y a quelques jours, c'était un autre directeur, ou deux directeurs d'école, du côté de Sake. Il y en a d'autres qui ont été assassinés à Massissi. Le M23 continue d'exécuter certains leaders d'opinion ou des personnes qui sont représentatives dans cette ville de Goma ou ailleurs pour essayer de pénétrer et de s'infiltrer plus facilement. C'est-à-dire que si vous assassinez un chef coutumier, vous avez déjà une porte ouverte. Si vous assassinez un leader politique d'un parti politique connu, ou d'un candidat qui était candidat député il y a 2 mois, eh bien, vous avez une petite fenêtre, porte ouverte, pour continuer à contrôler un village, pour chasser la population, qui est bien sûr, vous comprenez bien que lorsqu'un chef du village est assassiné, que la population n'y voit pas clair, la première chose qu'elle va faire, c'est de fuir. Et c'est ce qui se passe ces derniers temps. Donc nous présentons vraiment nos meilleurs sentiments à la famille de Madame Aline, directrice du groupe scolaire La Réconciliation. Et cela, bien sûr, fait monter aussi la température. Parce que le M23, pour une bonne partie du Nord Kivu, le M23, c'est un groupe de terroristes, et les Congolais ajoutent Tutsi. Non pas qu'ils imaginent cela, mais parce que ce sont les membres du M23 eux-mêmes qui le disent. Lorsqu'ils revendiquent, lorsqu'ils font leur communiqué, ils reviennent souvent sur cet aspect. Ils disent nous nous battons tout simplement pour libérer notre peuple Tutsi à travers le Congo. Et donc c'est normal que les Hundés, les Hutus et les autres Nandés et autres tribus du Nord Kivu les désignent comme des Tutsis parce que eux ils se disent Tutsis et ils disent qu'ils se battent parce que Tutsi pour les Tutsis.
Alors, je vais vous lire un message qui date de 2 jours, hein, qui a été rendu public par un certain Jean-Claude Mambo Kawaya. Comme il ne cache pas son nom, nous le donnons. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors, il s'adresse à la communauté Tutsi. Il dit, si la communauté Tutsi et ses leaders se reconnaissent réellement congolais, comme tant d'autres communautés, vous voyez, il ne dit pas, vous n'êtes pas des Congolais, donc partez chez vous. Non. Lui, il reconnaît que les Tutsis du Nord Kivu et du Congo en général, parce qu'il y en a, sont des Congolais, comme le président Tshisekedi l'a affirmé à plusieurs reprises. Et il leur dit, si la communauté Tutsi congolaise et ses leaders se reconnaissent réellement congolais, comme tant d'autres communautés, ils devraient, en principe, réagir vigoureusement à travers une déclaration contre le propos du président Paul Kagame, lequel tente à montrer à la face du monde que tous les Tutsis sont rwandais. Effectivement, une fois encore, dans un message adressé aux Nations Unies et à la communauté internationale, je dirais, eh bien, le président Paul Kagame, son gouvernement vient de dire que le Rwanda se bat pour libérer les Tutsis, parce qu'il considère ces Tutsis comme des nationaux rwandais, ce qui est quand même un amalgame extraordinaire, un amalgame qui est criminogène pour les Tutsis. Il l'a fait avant 1994, il a dit qu'il venait libérer les Tutsis. En 1994, lorsque certains Rwandais ont massacré les Tutsis, eh bien Kagame a refusé que la communauté internationale le vienne en aide ou à l'aide. Et aujourd'hui, il fait la même chose par rapport aux Tutsis du Congo. Et donc, notre ami demande aux Tutsis de réagir. Alors, il poursuit. La déclaration du président rwandais exposée ou expose au plus haut niveau cette communauté pendant cette période très cruciale où le pays de Lumumba est agressé par le Rwanda. Le Rwanda qui prétend être grand protecteur de sa communauté, alors qu'il orchestre au même moment un génocide contre le peuple congolais. Il organise un pillage systématique des ressources naturelles. Il cherche des terres forcément avec ces actes criminels qui poussent le peuple à abandonner ses terres. Il tue les autorités coutumières, c'est ce que je vous disais dans l'introduction à cette émission, des militaires nationalistes, les leaders religieux et de la société civile. Il brûle les archives. C'est ce qu'il faisait à Kigali lorsque le FPR a pris le pouvoir au Rwanda. La première chose qu'il a faite, c'est de brûler les archives, même les archives secrètes de l'ancien gouvernement. J'ai vu ça. Et je m'étonnais que des gens qui venaient prendre le pouvoir, qui venaient de prendre le pouvoir, s'acharnent contre les archives de la présidence de la République, les archives du ministère des Affaires étrangères, les archives de l'armée. Pourquoi voulait-il que tout ça disparaisse? Bon, après, j'ai compris que l'objectif, c'était de réécrire l'histoire, leur histoire, et à l'imposer à la population. C'est ce qu'ils sont en train de faire du côté du Nord Kivu. Donc, ils les brûlent juste pour perdre les traces. Pour se démarquer et éviter la confusion, la communauté Tutsi devrait ou doit à tout prix réagir contre les propos du président rwandais. Je pense que cette adresse de M. Jean-Claude Mambo Kawaya est très raisonnable en fait. C'est une adresse amicale, nationaliste et patriote, parce qu'il s'adresse à ses voisins, à ses frères et sœurs Tutsis du Congo, en leur disant, mais désolidarisez-vous de cet homme-là qui est en train de vous faire détester par les autres Congolais. Et personnellement, j'appuie cette idée. Il faudrait que les Tutsis, les Banyamulenge du Congo, et même les Tutsis du Rwanda, qui ne sont pas d'accord avec tout ce que leur pays fait en RDC, devraient se désolidariser. Il est vrai que le faire au Rwanda, c'est signer son arrêt de mort. Mais on peut le faire autrement. Et je pense qu'il devrait le faire avec les Tutsis qui vivent à l'extérieur de la diaspora, qui, eux, bénéficient
une sécurité relative, même si l'on sait que le régime de Paul Kagame s'attaque à tout Rwandais à l'extérieur qui contrevient à ses instructions. Alors, je poursuis la lecture de l'adresse de monsieur. Quand je dis adresse, je veux dire il s'adresse au Tutsi Jean-Claude Mambo Kawaya. Je poursuis la lecture de sa lettre. Rappelons que malgré les guerres à répétition qui ont déjà occasionné plus de 10 millions de morts, bon, il est en deçà des chiffres officiels, c'est 12 millions en fait, et d'autres dégâts incalculables, aucune des communautés de la RDC ne s'est déjà attaquée contre la communauté Tutsi. C'est pourquoi cette dernière aussi doit capitaliser sur cela. Les Tutsis et leurs biens sont bien protégés dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, et sans aucune discrimination. Aucun enfant ne peut avoir deux papas au monde. Soit, dit-il aux Tutsis du Congo, soit vous êtes Congolais et vous soutenez la position de la République démocratique du Congo, représentée par son premier citoyen, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, ou carrément vous gardez le silence devant les propos mensongers du président étranger, tout en donnant place aux mauvaises interprétations de tout un chacun sur votre origine. C'est-à-dire qu'il veut leur dire ceci. En gardant le silence, vous aggravez le doute négatif qui pèse sur la communauté Tutsi, que certains Congolais, sans raison je pense, considèrent comme tous des ennemis de la République. Tous les Tutsis du Congo ne trahissent pas. Il y a des Congolais qui ne sont pas Tutsis, qui ont trahi. On les connaît, qui ont été arrêtés, qui sont en prison aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que les Tutsis à trahir. Tous les Tutsis ne sont pas derrière Kagame. Le problème, c'est qu'ils ne le disent pas. Mais ils ont commencé à le dire parce que j'ai vu aussi un communiqué d'un certain, je pense qu'il se présente comme le chef de la communauté Tutsi du Nord Kivu, qui condamne les propos de Paul Kagame. Et donc, je crois qu'il a probablement entendu l'appel de l'ami qui nous a envoyé ce courrier. Et donc, le Barza intercommunautaire qui représente toutes les communautés du Nord Kivu, Kazi Yakusimamia Ile, c'est-à-dire il les appelle à faire partie de cette Barza, de cette communauté, de tous les Nord Kivusiens. Alors, à la fin, il dit, ne me traitez pas de tribaliste, haineux, manipulateur, etc. Car nombreux ont toujours peur de parler et de dire des vérités pareilles à la face du monde. Ne me menacez pas aussi, à cause de cette opinion libre d'un Congolais qui travaille pour l'unité. Signé le 18 février 2024, c'est-à-dire il y a 2 jours, Jean-Claude Mambo Kawaya. Cette déclaration, effectivement, peut être considérée par certains comme tenant de ce que certains appellent tribalisme. Mais non, dans un pays comme le Congo, où les gens aiment dire la vérité, je connais très bien le Congo, pour y avoir vécu longtemps, je crois que les Congolais disent toujours ce qu'ils pensent, au contraire de nous les Rwandais. Les Rwandais sont en général assez... nous prenons beaucoup de précautions, même quand nous savons que le mensonge peut se retourner contre nous, nous préférons parfois ne pas oser dire ce que nous pensons. Ce monsieur, il a dit ce qu'il a sur le cœur. Et je suis certain que des millions de Congolais pensent la même chose. Et ils le disent souvent. Et ils le disent souvent. Moi aussi, de temps en temps, je me permets de le dire à mes cousins Tutsi, à mes frères et sœurs Tutsi, aux Hutus d'ailleurs aussi, parce que les Hutus ne sont pas exempts des mêmes erreurs. Mais dans la situation de la RDC, la confusion est surtout du côté, disons-le franchement, je suis prêt à l'expliquer dans une autre tribune, dans une autre chronique, c'est surtout la communauté Tutsi
qui est visée parce qu'elle veut, parce qu'elle se déclare comme telle, parce qu'elle s'identifie un peu trop, alors que les Congolais, mon Dieu, si vous parvenez à identifier un Congolais venu du Nord Kivu, eh bien, c'est qu'il vous l'aura dit. Mais vous n'allez pas voir, vous n'avez pas commencé à parler de faciès. Malheureusement, la communauté Tutsi tombe dans ce piège. Ils parlent souvent de faciès, qu'ils sont victimes de leur faciès. Quel faciès? Ce sont des Africains noirs comme les autres. Quel est le faciès des Tutsis qui fait qu'on doit les détester? Moi, je n'en vois pas. Est-ce que moi, j'ai un faciès de Tutsi? Je ne sais pas. Est-ce que les Houndés, les Nandés, les Bashi, est-ce qu'ils ont un faciès de Tutsi? Et s'ils l'avaient, pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi ils ne prétendent pas qu'on les déteste pour leur faciès? Le faciès, déjà évoquer le faciès, c'est un peu tomber dans le racisme, dans l'autoracisme, c'est-à-dire se désigner comme victime, alors que personne ne vous a jamais reproché votre faciès. Vous pouvez être gros, vous pouvez être grand de taille, vous pouvez être petit de taille. Tous les Tutsis n'ont pas la taille de Kagame, Paul, notre cher Paul. Non. Je crois que M. Jean-Claude Mambo Kawaya a bien fait d'écrire cette lettre, qui peut être un sujet de débat. Vous savez, en RDC, il est rare d'entendre un leader, un analyste, dire oui, ma communauté elle est victime de son faciès, de ses origines nilotiques ou de ses origines bantoues. C'est rare. Ou alors de dire ma communauté, elle se reconnaît comme rwandaise parce qu'elle parle une langue similaire au Kinyarwanda. Mais où est le problème? Où est le problème? L'Ingwandi de l'Équateur parle une langue similaire à la langue d'en face, de Centrafrique. Bien sûr, bien sûr. Les Bas-Congo, de Matadi ou de la frontière vers l'Angola, ils parlent la même langue, le Kikongo, que les Bas-Congo de l'autre côté. Mais il n'y a aucun problème de ce côté-là. On ne peut pas exclure que ce problème puisse se poser un jour. Mais les Congolais, je pense, avaient évolué dans le bon sens pour ne pas se poser ce genre de questions existentielles inventées de toutes pièces. Je crois que la lettre que je viens de vous lire montre que les Congolais se préoccupent réellement de la problématique ethnique qui vient du Rwanda d'ailleurs parce que c'est le gouvernement rwandais qui remet une couche une fois encore alors qu'il s'adresse à l'Union africaine, alors qu'il s'adresse aux États-Unis pour leur dire que voilà, nous sommes au Congo parce que les Tutsis sont exterminés sont en risque d'extermination dans ce pays. Heureusement que certains pays commencent à comprendre, heureusement que certaines organisations commencent à comprendre. Hier soir, avec Gervais Tchondo, nous avons abordé la question des relations entre les États-Unis et le Rwanda. Vous avez vu, pour ceux qui suivent l'actualité régulièrement, vous avez vu les échanges de communiqués, de lettres, de déclarations entre le gouvernement rwandais et les États-Unis, où maintenant le Rwanda demande des explications à Washington. Le gouvernement de Kagame demande des explications, comme un maître demande des explications à un élève, en lui disant « Pourquoi faites-vous preuve de contradiction
Lorsque vous parlez de la guerre du Nord Kivu et du Congo en général, pourquoi voulez-vous que nous, on retire nos armes anti-aériennes contre le Congo? Alors que la veille, le Rwanda disait, eh bien, vous savez, nous ne sommes pas en guerre contre le Congo. Aujourd'hui, ils disent, laissez-nous nous battre, laissez-nous occuper les terres, laissez-nous attaquer les avions militaires congolais parce que nous défendons les Tutsis du Congo. C'est inacceptable. Les États-Unis, au moins, ont osé faire un petit pas. C'est un petit pas. Il ne faut pas qu'on chante la victoire diplomatique. La déclaration des Américains, à mon avis, elle n'est que très, très timide et très partielle. Il faut aller plus loin. Mais au même moment, ce qui effraie, au même moment, on a l'impression que sous d'autres cieux, et pas loin d'ici, de chez nous, hein, sous d'autres points, il y a la communauté, ce qui s'appelait la communauté européenne, qui est aujourd'hui l'Union européenne, qui fait des cadeaux à Kagame. Qui fait des cadeaux à Kagame, qui dit que le Rwanda est un pays très bien positionné pour servir les intérêts de l'Union européenne, que le Rwanda est un pays à soutenir, mordicus, et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc on se rend compte que les Occidentaux se répartissent les rôles. Les États-Unis utilisent le bâton. Un petit bâton, il est vrai, qu'il fait pas mal. Parce que Kagame les connaît. Kagame sait comment leur répondre. Sait comment les faire chanter, éventuellement. Et bien, à ce moment-là, les Européens, eux, offrent des cadeaux à Kagame. Des cadeaux diplomatiques, certainement, mais des cadeaux quand même. J'ai vu passer un message sur X, sur Twitter, d'un certain Aaron Nabugore. Alors, où il cite, et c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, il cite un accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Et l'Union européenne, Bruxelles dit, je cite, grâce à l'état de droit et à un environnement favorable aux investissements, le Rwanda a la capacité de devenir une plaque tournante dans le domaine de la création de valeur ajoutée dans le secteur des minerais. Bon, il y a quelque temps que cela a été dit, que cela a été fait, mais c'est toujours d'actualité parce que cet accord d'ailleurs il ne date pas de très longtemps. Au moment où le monde entier, où toute l'Afrique aujourd'hui, à part quelques exceptions, même l'allié de Kigali, Museveni, a quelques doutes, quelques hésitations. Et c'est en ce moment que l'Union européenne détonne un peu. Au lieu de sanctionner, au lieu de mettre en garde, oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits communiqués de l'Union européenne pour demander à Kagame de se retirer du Congo, mais en même temps, vous lui faites des cadeaux de ce genre. En même temps, vous affirmez qu'un pays qui n'est pas un pays, un état de droit, vous dites que c'est un pays dynamique, qui a un environnement favorable aux investissements, peut-être, mais à quel prix? Que le Rwanda a la capacité de devenir une plaque tournante dans le domaine de la création de valeur ajoutée dans le secteur des minerais, eh bien, qui voulez-vous tromper en disant cela? Quels minerais? Si ce n'est pas les minerais de RDC. C'est vrai qu'au Rwanda, il y a toujours eu de la cassiterite, mais ce n'est pas un pays que l'on peut classer dans les pays miniers, non. En fait, l'Union européenne, si on en juge par cette déclaration, l'Union européenne soutient la poursuite des pillages des minerais de RDC, jusqu'à preuve contraire. Jusqu'à preuve contraire, l'Union européenne soutient
le processus de guerre actuel. Si, à la suite de la déclaration américaine, de la mise en garde de Washington à Kigali, l'Union européenne faisait aussi un geste, et je pense que ça ne va pas tarder d'ailleurs, parce qu'il y en a marre. Les Congolais l'ont montré à Bruxelles, à Paris, à Addis Abeba, les Congolais ont montré qu'ils en avaient marre, qu'ils étaient fatigués de toutes ces complicités entre les Occidentaux et les pillards, les massacreurs du peuple congolais. Paul Kagame lui-même devrait y penser quand même. Paul Kagame devrait penser que tous ces gens, tous ces Européens, tous ces Américains qui le soutiennent pour massacrer des populations africaines ou congolaises, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des Rwandais? Non, ce n'est pas dans l'intérêt des Rwandais. C'est peut-être dans l'intérêt d'un petit groupuscule qui est au pouvoir. Un groupuscule qui a commis des crimes innommables au Rwanda, qui a commis un génocide contre les Hutus au Rwanda, qui a participé au génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui a poursuivi les Rwandais à l'extérieur pour commettre un génocide en RDC, des assassinats politiques dans les pays voisins et dans d'autres pays de la sous-région, notamment dans la zone SADC. Paul Kagame devrait se dire que a trop joué avec le feu, même si le nom de Tipo Tipo lui convient bien, étant donné que c'est lui qui sert de passage ou de trait d'union entre les esclavagistes et les populations qu'on leur vend. Paul Kagame devrait savoir qu'un jour ou l'autre, ça va mal finir. Il va peut-être nous assassiner quelques opposants à l'extérieur, il va tuer des opposants à l'intérieur. Il y a quelques jours encore, on célébrait, c'est beaucoup dire. On a le 17 février de cette année, on a commémoré l'assassinat de Kizito Mihigo, ce héros national, cet artiste, ce musicien qui avait tout devant lui, mais qui a refusé de poursuivre, de continuer à servir un régime discriminatoire, qui a donné sa vie pour le peuple rwandais, et le peuple congolais d'ailleurs, parce qu'il avait chanté aussi l'amitié avec le peuple congolais, et il en a été victime. À Kigali, ils n'ont pas beaucoup apprécié cela. Demain, comme je vous l'ai dit, ce sera Félicien Gatabazi. Ils ne sont pas morts à la même époque, mais tous deux sont victimes du FPR, et tous deux étaient, je crois, des hommes très courageux, des héros comme on aime les avoir. Et donc, les amis de Paul Kagame, qu'ils soient français, belges, américains et autres, devraient y penser s'ils l'aiment vraiment. Est-ce qu'ils aiment vraiment quelqu'un, même Kagame, qui leur sert de trait d'union entre les victimes et eux pour remplacer la population africaine? On parle souvent du grand remplacement en France, que les immigrés viennent ici, que un jour la France aura changé d'image, qu'il y aura un grand remplacement de population, de telle manière que la France ne sera plus la France. Mais est-ce que le Congo sera le Congo demain si ce qui s'y passe aujourd'hui se poursuit? Non, donc le grand remplacement, c'est aussi dans l'autre sens. C'est aussi le massacre des populations du Nord Kivu, le remplacement de ces populations par des gens venus d'ailleurs, du Rwanda souvent d'ailleurs, mon pays d'origine. Et si les pays du Nord, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui veut aussi, qui essaie à tout prix de participer à ce trafic humain, d'envoyer des gens venus d'Asie au Rwanda pour ensuite les transplanter en RDC après avoir assassiné les populations congolaises, tous ces gens devraient réfléchir. Les Noirs, les Africains, les Congolais, les Rwandais, c'est aussi des êtres humains. Il faut que vraiment on ait quelques petits sentiments quand même humains, humanistes, parce que l'humanisme, ce n'est pas venu d'ailleurs, c'est les pays européens, c'est les humanistes européens qui nous ont appris ça. Mais est-ce qu'il y a des limites à l'humanisme?
Alors, je ne vais pas entrer dans l'humanisme parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, en regardant l'Union européenne dans les yeux, il en faut plusieurs pour regarder l'Union européenne. Je leur dis vraiment, 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 arrêtez de soutenir Kagame. Kagame est un criminel, Kagame est un assassin. Des rapports l'ont montré, vos rapports à vous d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un quelque part au sein de l'Union européenne, à la tête de l'Union européenne, ou un pays qui domine l'Union européenne, qui offre des fleurs à Paul Kagame alors qu'il faudrait lui offrir des menottes. Et ce jour-là, quand la vérité aura été dite par ceux qui financent le crime dans la région des Grands Lacs, quand les Africains, en tout cas ceux de notre région, connaîtront la paix, qu'ils pourront enfin se développer, que les Congolais pourront développer leur production nationale, profiter de leurs minerais, que les Rwandais pourront profiter de leur... C'est vrai que le Rwanda n'est pas un pays extrêmement riche, non, c'est un pays pauvre même, on dirait, mais le Rwanda a toujours vécu comme ça et les Rwandais vivaient bien avant l'arrivée de Paul Kagame. Aujourd'hui, sans la RDC, je veux dire, sans devoir aller piller la RDC, sans aller assassiner les Congolais, sans massacrer les populations des pays de la région, vous savez. Maintenant, on est sur pied de guerre avec le Burundi. Hein. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. On va en parler dans un autre chapitre. Mais en tout cas, je dirais que le Rwanda, les Rwandais pourraient vivre, sans doute, pauvrement, mais sans trembler tout le temps, parce qu'ils savent que ces pays voisins qui ont tant souffert de la violence de Paul Kagame, du Rwanda, ils savent, les Rwandais savent qu'un jour ou l'autre, c'est eux qui vont payer la facture. Si rien n'est fait, ce sont nos compatriotes, c'est nous qui allons payer le prix. Est-ce que c'est cela que l'Union européenne recherche? Est-ce cela que la France recherche? Est-ce cela que les États-Unis recherchent? Est-ce cela que les grandes sociétés multinationales qui sévissent en RDC, en tout cas en passant par le Rwanda, est-ce que c'est cela qu'elles recherchent? J'adresse un message à mes compatriotes et aussi à nos compatriotes congolais. Je veux dire les Congolais en général. Aujourd'hui, il y a certainement ces difficultés-là qu'on ne peut pas balayer de la main, qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas mettre fin aujourd'hui. Mais il faut garder espoir. Il faut garder l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Surtout qu'à Kinshasa tout de même. Surtout qu'à Kinshasa, il y a un régime politique. Moi, j'ai essayé de suivre tout le parcours du gouvernement de Tshisekedi depuis son élection en 1980, plutôt 2019, hein, lorsqu'il a été élu, la prestation de serment, il y a eu des crises à l'intérieur, bien sûr, et puis cette guerre. Mais je crois que les dirigeants congolais d'aujourd'hui ont saisi toutes les dimensions de la problématique sécuritaire de leur pays. Il est vrai aussi que les populations du Nord Kivu ne voient pas le résultat de la montée en puissance de leur armée. Il est vrai aussi qu'il y a une chance extraordinaire qui s'est présentée, c'est que la population elle-même a décidé de prendre les choses en main aux côtés des FARDC. Je parle bien sûr des Wazalendo, des enfants de la population du Nord Kivu et d'ailleurs, qui sont venus faire face à l'agression contre leur pays. Mais les gens du Nord Kivu, je ne suis pas leur porte-parole parce que je ne suis pas congolais, je rappelle, mais je suis au jour le jour tout ce qui se passe, tout ce que les gens du Nord Kivu pensent, tout ce qu'ils souhaitent avoir, tous les rêves qu'ils expriment. La seule chose qu'ils expriment, c'est d'avoir la paix dans leur région. C'est pourquoi, malgré la confirmation de l'acceptation du président Tshisekedi de éventuellement dialoguer, entre guillemets, ou négocier avec le Rwanda, c'est ce qu'a dit la porte-parole
la communicatrice du président Tshisekedi, porte-parole, mais qu'il n'est pas du tout question de négocier avec les terroristes du M23 RDF. C'est-à-dire que le Congo ne négocie pas avec les terroristes, quelle que soit leur nationalité maintenant, parce que au M23, plus de 80%, 90% même, ce sont des Rwandais, de l'armée rwandaise, qui se battent et qui continuent d'occuper une partie du Congo. En revanche, le président Tshisekedi dit être prêt à discuter avec le Rwanda, à discuter avec le régime de Paul Kagame sous certaines conditions. Moi, je comprends que l'une des conditions, bien sûr, c'est le retrait total de l'armée rwandaise du territoire congolais. Ça aussi, il faut, je pense, je m'adresse à mes amis de Goma et d'ailleurs, il ne faut pas que les gens tombent dans le piège de la facilité, qu'ils disent, mais donc le président veut nous trahir, donc le président Tshisekedi veut négocier avec le Rwanda et le M23. Non, non, c'est pas ce qui s'est dit. Le M23, non, c'est des forces étrangères. Jusqu'à preuve du contraire. Si on montre des personnes comme Nanga, Bissimo et les autres, qui sont congolais, mais qui sont téléguidés de l'extérieur, c'est d'accord, mais pas dans les conditions actuelles où ils occupent une partie du territoire congolais. Ça, c'est clair et net. Tous les amis du Congo qui essayent de convaincre le gouvernement de Kinshasa, c'est-à-dire le gouvernement congolais, c'est peut-être c'est de bonnes initiatives, mais il faut qu'ils comprennent aussi que négocier avec une arme à la tempe ou sur la tempe, on est perdant d'office. Surtout lorsque l'adversaire ou l'ennemi s'appelle Kagame. Il l'a prouvé, il ne négocie pas. Et quand il négocie, il a une machette dans le dos, derrière le dos. Il a une lance. Il a une Kalachnikov derrière son dos pour vous achever. Alors qu'il prétend négocier, dialoguer. Il n'a jamais négocié, il n'a jamais dialogué de bonne foi, on le sait. Nous l'avons vécu au Rwanda. Pendant toute la période des négociations ou des discussions d'Arusha, Kagame ne négociait pas. Au moment où il prétendait négocier, il attaquait une ville. Il massacrait des populations et il criait au scandale, il disait oh, c'est le président Habyarimana qui les a assassinés. C'est pour que nos amis congolais qui ne le savent pas le sachent. Kagame ne peut pas négocier. Et heureusement que le président Tshisekedi a compris. Pourquoi discuter avec un ennemi qui est sur votre territoire? Pourquoi négocier avec un bandit qui est dans votre maison, qui vous menace de vous exécuter? La seule chose que vous avez à faire, c'est peut-être de jouer le jeu, mais en sachant que la guerre continue contre ce bandit-là, en sachant que si vous le laissez faire, si vous acceptez ces conditions, il va jusqu'à prendre et votre maison, et vos enfants, et vos biens, et vous revenez à la case départ. Donc, il faut que ce soit clair. La déclaration de la porte-parole du gouvernement congolais, moi j'ai essayé de l'analyser, de bien la comprendre. Ce n'est pas une acceptation, ce n'est pas un accord de principe pour négocier ou dialoguer avec le Rwanda sans condition. Non, non, le Rwanda doit d'abord se retirer du Congo. C'est un pays voisin. On ne va pas déplacer le Rwanda. Et si effectivement le Rwanda a des choses à dire au Congo, eh bien, le Congo ne va pas refuser de lui parler. Mais certains disent non, 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 même pas ça. Non, non. Nous devons nous libérer par les mêmes moyens que nous a imposé l'agresseur, c'est-à-dire par la guerre, par les armes. Voilà, c'est ça la position de certains. Et je crois qu'effectivement, ils n'ont pas tort. Chers amis, sœurs, frères du Nord Kivu, du Rwanda, de la RDC en général, du Burundi. Nous n'avons pas parlé du Burundi aujourd'hui alors qu'il y a tellement de choses à dire. Parce que Kagame menace aussi d'attaquer le Burundi, vous le savez. Mais je pense qu'il faut lui souhaiter bonne chance parce que ça ne se passe pas toujours comme Kagame le pense. Il aura un jour où il va regretter ses actions actuelles. Donc, chers amis, chers auditeurs et auditrices,
Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique qui est improvisée, vous l'avez vu, mais qui a voulu absolument toucher aux questions du jour, c'est-à-dire aux questions qui touchent les populations de la région. Les populations de Bukavu ont manifesté, les populations de Goma ont manifesté, à Kinshasa ils ont manifesté, à Bujumbura peut-être pas, je ne sais pas s'il y a des Congolais qui ont sans doute manifesté, mais à Uvira, oui. À Lubumbashi, oui. À Kinshasa, oui. À Bruxelles, oui. Il y a eu des manifestations partout. À Paris même, oui. Ce mouvement populaire à travers le monde montre que les Congolais sont fatigués de ce qu'on veut lui imposer, même avec l'appui de puissances internationales. Hein, les Congolais qui sont dans nos pays, les Congolais de la diaspora, et d'ailleurs, que nous soutenons de toute façon, nous, diaspora rwandaise, nous soutenons nos frères et sœurs congolais, ne pouvons pas et ne voulons pas soutenir un régime criminel génocidaire, même s'il s'appelle rwandais, nous ne voulons pas le soutenir contre nos frères et sœurs congolais. J'ai dit, je vous remercie.